Bonjour, vidéo numéro 4 sur la salinité et la circulation océanique. Donc, on a déjà pratiquement terminé ce chapitre 8, pardon. On est à la page 266 dans votre cahier. Donc, c'est important de comprendre ce qu'est la salinité. Donc, c'est la concentration en sel dans un liquide. Donc là, nous, on parle de l'eau. Donc, c'est la concentration en sel dans l'eau. On sait que les océans sont salés. En moyenne, les océans, leur concentration varie entre 32 et 37 grammes par litre. Ça dépend de leur position géographique, de la température de l'eau. Donc, ce qui est important de savoir sur l'eau salée, c'est que principalement quand l'eau elle est très salée, il y a moins de dioxygène dans l'eau salée. C'est pour ça qu'il y a différentes espèces animales qui sont pas adaptées pour vivre dans l'eau salée parce que il y a pas suffisamment d'oxygène pour eux. Qu'est-ce qui est important de comprendre aussi, c'est que le point de fusion augmente avec la température. Ça veut dire que l'eau salée, elle gèle moins facilement. Elle tolère des températures plus froides avant de geler. Et aussi, la masse volumique de l'eau salée, elle augmente avec la quantité de sel. Ça veut dire que l'eau salée, elle a une masse volumique plus grande que l'eau douce pour un même volume. Pourquoi? Par exemple, pour 1 millilitre d'eau salée, il y a du sel à l'intérieur. Pour 1 millilitre d'eau, ben, il y a pas de sel à l'intérieur. Donc, l'eau salée, on va dire qu'elle est plus dense, elle a une plus grande masse volumique que l'eau douce. Dans l'océan, peut-être avez-vous déjà remarqué que l'eau circule dans l'océan. Donc, une simple petite goutte d'eau va éventuellement faire le tour de la planète en circulant. Ça peut lui prendre autour de 1500 ans faire le tour. Par contre, on sait que les courants marins vont amener les bateaux à se déplacer, vont amener les espèces marines aussi à se déplacer. Donc, on peut séparer ça en deux types de courants. Les courants de surface, qui sont sur le dessus de l'eau. Donc, on va parler des 300 à 400 premiers mètres en surface qui sont influencés principalement par les vents dominants. Donc, il y a énormément de vent sur la planète et la rotation de la Terre qui influence indirectement aussi les vents dominants. Donc, la rotation de la Terre, ce qui fait que dans l'hémisphère nord, les courants marins vont principalement avoir un sens de rotation dans le sens horaire et dans l'hémisphère sud vont avoir un sens de rotation dans le sens anti-horaire. Et il y a aussi ce qu'on appelle la circulation thermohaline qui inclut aussi la circulation dans les courants de profondeur. Donc, le fait que l'eau soit pas salée avec la même concentration partout et que l'eau n'ait pas la même température, c'est ce qui fait qu'il y a des mouvements d'eau en profondeur et en surface. Donc, c'est une boucle. Ça veut dire que l'eau, elle se déplace partout sur la planète. C'est une boucle fermée. Ça veut dire que c'est toujours la même eau qui circule. Et c'est ce qu'on appelle la circulation thermohaline. Pourquoi thermo? Thermo, ça fait référence à température et haline, ça fait référence à la quantité de sel. Donc, ce que vous voyez ici sur l'image, c'est un exemple de circulation thermohaline qui se fait sur la planète. Donc, ce que vous voyez en rouge, c'est les courants chauds et ce que vous voyez en bleu, c'est les courants froids. Donc, globalement, ce qui va se passer, c'est que l'eau chaude qui se situe environ à l'équateur va éventuellement remonter vers les pôles, soit les pôles nord ou soit les pôles sud, tout en remontant, va perdre de la chaleur. Parce que l'air est plus froid, donc ça va perdre de la chaleur en remontant. Les vents vont amener ces eaux-là vers les pôles nord et les pôles sud. Et éventuellement, quand on va arriver, par exemple, au nord, l'eau, elle est froide et elle est très salée parce qu'il y a de l'eau qui s'est quand même évaporée, donc la concentration en sel, elle est quand même élevée. De l'eau froide et de l'eau salée va être beaucoup plus lourde, donc va avoir tendance à couler au fond. Et là, va refaire un bout de chemin dans une autre direction en étant de l'eau froide et salée. Et éventuellement, va atteindre les côtes. Elle va se réchauffer à nouveau et elle va redevenir un courant d'eau chaude, pardon. Et elle va continuer son chemin sur toute la planète comme ça. Donc là, j'ai pas parlé exactement spécifiquement de tous les petits chiffres qui sont sur votre schéma. Ce schéma-là provient de votre cahier. Mais globalement, c'est ce qui se passe quand on a de la circulation thermohaline. Je vous donnerai un document en classe qu'on va pouvoir regarder plus en détail ensemble. Qu'est-ce que ça a comme influence sur le climat? Parce que la circulation d'eau sur la planète influence énormément les différents climats que différentes régions vont avoir. Donc, l'eau chaude provient principalement de l'équateur. Ça va faire monter cette eau-là et cette chaleur-là va se perdre dans l'air, dans l'atmosphère. C'est ce qui va réchauffer certaines régions. Par exemple, ici au Québec, on est à peu près à la même latitude qu'en France.
Pourtant, on n'a pas du tout le même climat. Pourquoi? Parce qu'il y a un courant qu'on appelle, dans notre cas, le Gulf Stream, qui est un courant marin très, très important, qui est un courant chaud. Et ce courant chaud-là vient du golfe du Mexique ici, et il s'en va tranquillement vers l'Europe. Donc, il va aller principalement réchauffer l'Europe au lieu de nous venir nous réchauffer. Donc, vous voyez, nous, on reçoit plus le courant froid du Labrador que le courant d'air chaud du Gulf Stream. C'est ce qui explique qu'en France, il fait toujours un petit peu plus chaud. Donc, ça régule le climat. C'est pour ça que c'est important que les courants marins ne ralentissent pas parce que les climats pourraient varier énormément selon le ralentissement des courants marins. Et voilà, c'est déjà terminé. On se revoit au prochain cours. Merci!